Alors, bonjour à tous. Merci de m'accueillir et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, effectivement, j'ai la chance et l'honneur d'ouvrir ce colloque avec un thème fantastique qui est le thème du tourisme, puisque le tourisme, c'est à la fois d'aller vers le monde, mais le tourisme contient aussi de nombreux mondes en soi, puisque quand on parle de tourisme, et on va le voir aujourd'hui, on va parler de transport, on va parler d'aménagement du territoire, on va parler de géographie, mais on peut même parler de philosophie, de culture. Et donc le tourisme contient vraiment un véritable monde en lui-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette transversalité du tourisme, elle va nous amener à réfléchir un petit peu. Et j'avais envie vraiment ce matin de réfléchir à cette question du tourisme et d'interroger un petit peu comment le tourisme s'est constitué, comment il est né, et aussi de voir qui est ce fameux touriste, parfois insaisissable et éphémère, et ce qu'il nous révèle sur notre condition. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, quand on parle de tourisme, c'est la première question peut-être à se poser, c'est pourquoi on voyage. On a vu avec ce qui s'est passé ces 2 dernières années que finalement, pendant très longtemps, le touriste était connoté sur le fait d'aller loin, mais finalement, le tourisme, c'est aussi un état d'esprit, une curiosité sur le monde, et c'est aussi une façon, je dirais, de réfléchir à l'autre, ce qui est loin, une forme d'humanité. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important pour moi. Alors, si l'on revient un petit peu en arrière, on se rend compte qu'en fait, l'homme a toujours voyagé, que ce soit pour des raisons touristiques, mais aussi pour des raisons commerciales, religieuses, militaires. De tout temps, l'homme a voyagé, et dès l'Antiquité, déjà, les Grecs et les Romains possédaient des lieux de villégiature sur les côtes, où ils envoyaient un petit peu les jeunes hommes se parfaire. Et au Moyen-Âge, l'Église imposait en fait des jours chômés qui servaient notamment au pèlerinage. Il faut savoir que le mot même de tourisme vient en fait du Grand Tour qui a été institué en Angleterre quand à l'époque, avec le développement du train, on envoyait les jeunes Anglais se former justement dans les grandes villes d'Europe, dans ce que l'on a appelé le Grand Tour, les aristocrates anglais en fait qui pouvaient aller comme ça dans les grandes capitales européennes se former. Donc on a toujours voyagé, mais on peut se poser aussi cette question de à quel moment finalement le tourisme s'est un petit peu étendu, un petit peu généralisé. Alors moi, je vais parler, désolé pour ça, un petit peu de mon prisme de française, mais en France, évidemment, c'est les congés payés, 1936, Léon Blum, qui a vraiment commencé à dégager un peu du temps. Et donc, à la quête, je dirais, de l'espace, s'est ajouté un peu la quête du temps. Et ce temps qu'on a dégagé, il a bien falloir aussi l'occuper. Et donc c'est comme ça un petit peu qu'a commencé à se mettre en place une industrie en fait touristique, mais avec quand même la question aussi de qui voyage et qui peut voyager. Il faut savoir que c'est vraiment à partir des années 50 en fait que le départ en vacances sont devenus une réalité vraiment pour tous, avec l'augmentation sensible du nombre de voitures, évidemment la fin de la Deuxième Guerre. Et par exemple, vous avez dans les années 50 l'invention du Club Méditerranée, justement par un Gérard Blitz, qui était un diamantaire d'Anvers, qui avait passé des vacances en Corse et qui avait découvert un petit peu une forme d'insouciance là-bas. Et lui, son idée, c'était justement, avec l'invention du Club Med, de faciliter les rencontres en abolissant pendant le temps des vacances, les barrières de l'argent, des classes sociales. Et en fait, le Club Méditerranée, qui a été pendant très longtemps aussi un sujet de débat sur la forme de tourisme que l'on pouvait pratiquer, il faut savoir qu'il est né à l'origine quand même avec une volonté après-guerre, avec ce traumatisme de la guerre, d'abolir un petit peu les frontières sociales. En France, on a aussi un organisme qui a 100 ans, qui s'appelle l'UNAT, qui a été créé en 1920, qui vise aussi à réfléchir au tourisme social. Qui voyage? Qui a accès au voyage aujourd'hui? L'UNAT, c'est aussi la volonté de voir et d'apprendre conscience qu'aujourd'hui encore, un Français sur 4 ne part pas en vacances. Et ça aussi, ça fait partie, je dirais, des questions importantes. Et donc en France, on a un système à travers les caisses d'allocation familiale, les chèques vacances, les comités d'entreprise qui, depuis les années 50, donnent accès, je dirais, à certaines franges de la population plus défavorisées aux vacances, avec encore beaucoup d'efforts à faire, mais ça fait partie aussi des combats. Dans les années 60, on a vraiment la massification du tourisme, avec l'allongement des congés payés, des premiers contre-modèles,
le lancement des croisières en 66, la création des premiers gros tours opérateurs comme Nouvelles Frontières, la 4e semaine de congés payés, les charters aussi, et puis en septembre 81, les vaches de Bourgogne s'en souviennent encore, l'apparition du TGV. Le train n'a pas dit non plus son dernier mot. Il faut savoir que cette massification et cette densification du tourisme, eh bien, elle va évidemment commencer à poser beaucoup de questions. D'ailleurs, à partir du moment où on a fait du tourisme, on a essayé aussi de faire du tourisme autrement. Or, le tourisme, c'est justement, quand ça est devenu un peu du tourisme de masse et une industrie, ça pose vraiment beaucoup de questions et il y a une ambivalence. Ça va pas faire partie, je pense, des réflexions aujourd'hui, mais on sait qu'un tourisme équilibré, harmonieux, avec une bonne gouvernance, il peut aider à revitaliser les territoires, à être un vrai levier de développement local, un facteur de désenclavement, de valorisation identitaire. Puis ça peut être aussi un passeur de savoir entre générations, que ce soit sur le patrimoine matériel, les savoir-faire, le patrimoine immatériel, un outil de rencontre et même un facteur de paix. Il faut le dire aujourd'hui dans la triste actualité que l'on connaît, mais voilà, c'est important de le répéter. En revanche, un tourisme mal géré, déséquilibré, aux mains de quelques-uns, on connaît ses excès, ses déséquilibres. Alors, je parle de pillage culturel, c'est plus... Quand je regarde, moi, dans une première vie, j'étais guide conférencière en Chine du Sud, donc c'est plus en regard aux cultures, mais dans les territoires ruraux aussi, on est confronté à des questions liées au surtourisme, à l'épuisement des lieux, à l'impact environnemental, à l'épuisement des ressources, aux inégalités aussi sur l'emploi, au rapport homme-femme. Donc il y a toutes ces questions qui se posent dans l'ambivalence du tourisme. Et quand un bien est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut savoir que ça pose aussi la question de l'appel d'air que va créer ce bien, comment on va le gérer, parce que c'est d'un coup parfois 1 million de touristes en plus qui arrivent sur un territoire. Donc c'est un exemple. Il y a beaucoup de programmes de coopération décentralisés en France pour essayer justement de réfléchir à cette question du tourisme en lien avec des sites très fréquentés et pour essayer de voir comment aller vers des tourismes plus durables, plus bienveillants. Donc ça fait vraiment partie des choses importantes. Ensuite, il y a la question du touriste aussi. Le touriste, qui est-il? Comment évolue-t-il? Qui est touriste? Il faut savoir que pendant très longtemps, le touriste, c'était toujours un peu l'autre. Ah bah tiens, il y a trop de touristes, sans réaliser qu'on était soi-même un touriste. Et le touriste est souvent connoté aussi à celui qui va faire des milliers de kilomètres pour découvrir un site, alors que voyageur, ça peut sonner plus snob, plus défricheur, voire pionnier. En fait, on a un sociologue en France qui s'appelle Jean Dudier-Urbain, qui a beaucoup écrit sur cette question. Il a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle L'idiot du voyage. L'idiot dans le sens ignorance, pas dans le sens imbécile, c'est vraiment l'idiot dans son tout premier sens. Et lui, justement, il réfléchit et il nous rappelle que l'idiot n'est pas cet imbécile que l'on connaît, mais que le touriste est plutôt quelqu'un qui est sans arrière-pensée et qu'il faut faire attention justement à cette façon dont on le considère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est donc tous touristes et il faut accepter finalement l'image d'un nouveau voyageur qui vit parfois avec un double cauchemar. Il va redouter à la fois l'invasion touristique de son propre univers, et on pense à Tourisme Go Home, au revoir les touristes de certains lieux surfréquentés, mais il va aussi redouter la perte de son statut héroïque, le fameux ego du découvreur. Et donc on va réfléchir de l'acceptabilité des habitants, accepter les touristes, jusqu'à l'acceptabilité d'être un touriste. Ça aussi, je veux dire, il faut réhabiliter ce qu'est le tourisme. Il n'y a pas de honte et il faut essayer de pas jouer sur les mots. Après, il est clair que le tourisme a aussi beaucoup évolué et il y a 3 grandes évolutions vraiment qui ont changé la donne et la demande et la vision du tourisme en 2022. Évidemment, le premier, c'est la révolution Internet. L'avènement Internet a évidemment changé la donne. Je dis souvent à mes étudiants, avant le voyage éloigné, aujourd'hui il rapproche. Pourquoi je dis ça? Moi, quand je suis partie en Chine en 91, la première fois, c'était le début de la guerre du Golfe. Je recevais une lettre toutes les 3 semaines de ma famille. Et à l'époque, déjà en France, les gens se ruaient sur le sucre, la farine, et je me demandais ce qui se passait. Aujourd'hui, quand j'ai mes neveux à l'autre bout du monde, j'ai jamais autant de nouvelles d'eux que quand ils sont à 200 km, parce qu'ils créent des blogs et que finalement, on se rend compte que l'éloignement rapproche. C'est un peu paradoxal, mais c'est dire que combien les réalités et les distances ont complètement changé avec l'avènement d'Internet. En plus, ça a changé évidemment les pratiques touristiques, puisqu'aujourd'hui, le touriste, il a une autre quête. Il va chercher, par exemple, à être directement en contact
avec des prestataires sur place sans intermédiaire. Donc ça va changer aussi les pratiques, je dirais, d'offre et de demande du tourisme. Et puis, il y a ce problème aussi de la naissance de véritables empires numériques tels que vous les connaissez, avec des pratiques de yield management, avec aussi des Booking, des Airbnb, des Expedia, qui posent la question aussi parfois de où sont basées ces sociétés. Par exemple, Airbnb, il faut savoir qu'on nourrit des actionnaires américains. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des Airbnb belges, français? Il commence à y avoir des contre-modèles, des fair Airbnb, des fair Booking, pour réfléchir justement à des modèles où il y a une partie qui revient aux touristes et il y a une partie qui revient à la communauté locale, et plus des systèmes d'actionnariat, mais vraiment des systèmes qui nourrissent vraiment plutôt des projets locaux. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut vraiment réfléchir. Et donc sur notre portail, j'en parlerai ce soir, Voyageons autrement, on a toute une réflexion aussi là-dessus. Sont la question de toutes ces générations aussi qui ne sont pas forcément grandies avec Internet et qui sont parfois un petit peu, je dirais, exclues voilà, d'un monde. Et donc ça aussi, c'est, je dirais, je le disais en début de présentation, ça aussi, ça pose vraiment ces questions de se demander finalement qui aujourd'hui a accès finalement à Internet. Donc on voit, ça c'est une première révolution évidemment très importante. Évidemment, deuxième révolution, on en a tous conscience et on en parle énormément, c'est la fameuse épée de Damoclès du changement climatique. Dans une première vie, j'étais guide conférencière en Chine. Je partais 5 à 6 fois par an en Chine. Avec des vols intérieurs, j'avais souvent, je prenais souvent 30 à 40 fois l'avion par an. Donc j'ai un bilan carbone désastreux. Mais dans les années 90, on parlait très très peu finalement de ces problématiques de changement climatique. Il faut savoir que on en était encore peu conscient. Or, on voit l'augmentation du touristique, comme elle a été rapide, puisqu'on est passé de 25 000 touristes en 1950 à près de 700 000 en 2000, 1,5 milliard en 2019. Et le Covid a évidemment un petit peu freiné cet élan, mais voilà, il était prévu 1,8 milliard touristes internationaux en 2030, et on verra, ça va peut-être repartir, avec évidemment la question aussi de l'explosion de l'avion, de l'aérien, puisque en 2019, c'est 4,5 milliards de passagers qui ont pris l'avion, d'après l'Association du transport aérien international, et que surtout désormais, et ça aussi c'est un effet d'Internet, pour quelques centaines d'euros, on peut partir quelques heures à l'autre bout de la planète. Et donc ça a posé aussi la question de cette tendance du low cost qui faisait qu'on voyageait paradoxalement, ce qui est complètement contraire, je dirais, au bon sens, on voyageait plus souvent et moins longtemps avec le développement des escapades aériens. Et le développement des low cost a fait, en France et j'imagine en Belgique aussi, une concurrence complètement surréaliste par rapport au train, qui est beaucoup moins polluant, puisque en 2018, par exemple, 1,3 milliard de passagers ont embarqué à bord d'un low cost, donc un tiers du trafic mondial. Donc on fait vraiment tout à l'envers, alors que l'on sait que le tourisme, c'est quand même 11% des émissions de gaz à effet de serre. Là-dessus, il y a 70% qui sont imputables au transport et 40% à l'avion. Or, on est à l'ère comme vous le savez, de Greta Thunberg, de la fly scam, la honte de prendre l'avion. Et donc, il y a vraiment des questions qu'il faut arriver aujourd'hui à se poser. Et finalement, le Covid a réussi à faire ce que Greta Thunberg n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire à bloquer tous les avions au sol. Et donc la troisième, évidemment, petite révolution dans le tourisme, c'est l'apparition du Covid, puisque avec la crise sanitaire, on le savait un petit peu déjà, on a maintenant la sensation et la certitude que tout peut s'arrêter d'un jour à l'autre, que l'impossible est devenu possible, et que finalement ce monde réinventé que chacun appelle de nos voeux, il est peut-être devenu un monde où il faut accepter enfin la certitude, où on commence à regarder aussi peut-être plus près de chez soi, autour de soi, à redécouvrir le côté, le proche. C'est peut-être finalement la proximité qui est devenue exotique. On a vu avec les différents confinements et les différentes zones où on avait le droit d'aller, qu'on s'est mis à voyager différemment. Alors certes, il y avait déjà des aspirations qui allaient en ce sens, avec justement ces réflexions sur le changement climatique. En février dernier, il y a eu une étude du comité régional d'Occitanie qui a montré que depuis quelques années, les aspirations, effectivement, elles sont quand même dans le sens de moins prendre l'avion, d'aller plus vers du local, des réservations de dernière minute, d'essayer de vivre plus des expériences particulières, d'essayer d'aller vers du saisonnier. Donc ces tendances, elles existent.
avec l'écho grandissant dont on va beaucoup parler pour le tourisme plus responsable. Mais il faut savoir que le tourisme durable, le tourisme responsable, il n'est pas né là du Covid ni du changement climatique. À partir du moment où on a commencé à faire du tourisme, dès les années 60, on a commencé à réfléchir à voyager autrement. En France, il y a eu des programmes dès les années 60 de coopération décentralisée, par exemple avec le Sénégal, justement pour faire un petit peu écho à ce qui se passait au Club Med. Le Club Med au Sénégal était tourné vers la mer et il y a eu des villages intégrés en Casamance qui étaient tournés vers les villages et vers les populations. On avait d'un côté le soleil, la mer et la bulle et de l'autre côté l'échange et l'envie d'aller vers les populations. Donc le tourisme durable, il date pas d'hier, mais c'est vrai qu'il y a une demande, il y a une volonté pour un tourisme plus vertueux, plus respectueux, un tourisme vert. On parle d'écotourisme, de micro-aventure, de tourisme responsable, durable, intégré, expérimentiel, interstitiel. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont de plus en plus, je dirais, évoquées aujourd'hui. Et quand on regarde l'évolution des guides de voyage, et moi je collabore régulièrement au guide Vert Michelin, on voit très bien que les éditeurs de guides, hein, qui sont aussi un petit peu un poumon et un révélateur de tendance, et ils ont bien compris cette demande. En 62, j'aime bien cette citation d'Edgar Morin qui écrit, pour parler des guides de voyage, il dit « Le tourisme devient un grand voyage spectacle au sein d'un univers de paysages, monuments et musées. Le touriste ne s'intéresse qu'à l'univers des guides bleus et fuit la vie réelle, quotidienne, sauf lorsque celle-ci est classée comme pittoresque, c'est-à-dire redevient digne de l'image. Il porte son appareil photo en bandoulière. À la limite, il est plus préoccupé de clichés que de voir. » Aujourd'hui, on est presque à l'inverse. Alors évidemment, il y a touristes et touristes. Il y a énormément de typologies, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'univers des guides de voyage et la demande, on sent qu'il y a quand même une demande qui a énormément évolué par rapport à ce monde des guides, avec des volontés, et le guide Michelin vient de sortir un guide week-end, un guide itinéraire de la France à vélo, un guide en camping caravaning. Donc on voit que la demande a beaucoup changé et que les éditeurs s'adaptent. Pour conclure, si on veut passer du touriste au territoire, maintenant, quelle question se poser ? La question, effectivement, elle va peut-être dépasser ce que souhaite le touriste, parce qu'effectivement, il faut se poser la question aussi de ce que veut le territoire pour lui-même, de ce qui est possible aussi, des capacités du territoire. Les capacités de charge ne sont pas les mêmes d'un site à l'autre, et ça, c'est quelque chose de très important. Quel tourisme pour quel touriste ? S'intéresser aussi aux personnes qui vont visiter nos régions. Quelle raison d'être aussi, quelle utilité sociale pour essayer d'aller parfois aussi au-delà des tendances. Évidemment, la question de la planète, le tourisme qu'on va laisser à nos enfants, ça c'est quelque chose qui se pose de façon cruciale aujourd'hui, d'où l'importance effectivement du durable, du local, du relocalisé. Des clientèles de proximité aussi, il ne faut pas les oublier. Le touriste, ce n'est pas que celui qui vient de loin, ça peut être aussi celui qui a 30 km, avec l'importance aussi des décisions, des décisions à se poser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions dans le monde du tourisme. On parle de tourisme bienveillant, mais on parle aussi de biomimétisme, de tourisme régénératif, avec des réflexions sur la nature et comment on peut s'inspirer de la nature même dans le tourisme. Il y a cette question aussi du tourisme pour tous que j'évoquais, avec l'idée effectivement de regarder aussi qui a accès aux voyages et aux vacances, et vraiment l'idée aussi de toujours rester très humble par rapport finalement à une pratique qui est à la fois passionnante, qui est une vraie passerelle, mais qui nous remet toujours en question en tant qu'humains et en tant que territoire. Voilà, je vous remercie.